Le cottage au bord de la forêt était petit, froid et exactement ce qu'Arina Petrova méritait. Au moins, c'est ce que les villageois de Padura Niagara semblaient penser. Elle était arrivée 6 mois plus tôt avec 2 mâles, une lettre d'introduction d'un éditeur londonien et une réputation qui la précédait comme un nuage d'orage. Russe, célibataire, vivant seule, dessinant des plantes comme une sorte de sorcière. Les murmures la suivaient sur la place du marché chaque fois qu'elle s'aventurait dans le village pour des provisions. Le prêtre orthodoxe se signait quand elle passait. Les mères tiraient leurs enfants près d'elle comme si toute malédiction qui l'affligeait pouvait être contagieuse. Arina avait appris à l'ignorer. Elle avait fui un exil à Saint-Pétersbourg seulement pour en trouver un autre en Transylvanie. Mais au moins ici, personne ne connaissait des détails spécifiques de son scandale. Il savait simplement qu'elle était fausse, en quelque sorte. Étrangère et femme et non accompagnée par un mari ou un père ou un frère. C'était assez. Son travail la tenait occupée pendant les heures du jour. La Royal Botanical Society de Londres la payait bien pour des illustrations détaillées de plantes rares des Carpates. Acony, belladone. Les vénéneuses poussaient le mieux dans ces montagnes, et Arina avait développé une expertise à rendre leur beauté mortelle sur papier. Ces illustrations apparaîtraient dans des revues scientifiques, son nom réduit à des initiales, afin que des hommes savants puissent admirer le travail sans savoir qu'il venait d'une main de femme. Cela ne la dérangeait pas. Le travail était assez. La solitude était supportable, presque supportable. Le chat noir était apparu sur son paisseau de porte un soir d'octobre, mince et ébouriffé par la pluie d'automne. Héna n'avait jamais été particulièrement friande d'animaux, mais quelque chose dans le regard ambré et stable de la créature l'avait forcé à ouvrir la porte. Elle lui avait donné les restes de son dîner, s'attendant à ce qu'il parte au matin. Il n'était pas parti. Au lieu de cela, il avait revendiqué le cottage comme le sien, rôdant dans les pièces avec la confiance d'un propriétaire inspectant sa propriété. Il dormait sur son lit, s'asseyait sur son bureau pendant qu'elle travaillait, et la regardait avec une intelligence qui parfois la perturbait. « Tu es une étrange bête », lui dit-elle un soir de novembre, parlant russe parce qu'il n'y avait personne pour l'entendre et juger son accent. La plupart des chats ont la décence de prétendre qu'ils sont de simples créatures. Tu n'essaies même pas. Le chat avait simplement cligné des yeux, lentement et délibérément, avant de reporter son attention sur la fenêtre. Arina l'avait nommé Morsego, roumain pour chauve-souris, parce que l'ironie l'amusait. Un chat noir qui n'apparaissait que la nuit, disparaissant avant l'aube aussi fiablement qu'une horloge. Elle supposait qu'il avait une autre maison quelque part, une autre personne qui le nourrissait pendant la journée. La pensée aurait dû la déranger, mais au lieu de cela, c'était étrangement réconfortant. Même son chat avait quelqu'un d'autre. Elle n'emprisonnait pas une autre créature vivante dans son isolement. L'hiver vint tôt dans les Carpates cette année-là. En décembre, la neige avait enterré le cottage jusqu'aux appuis de fenêtres. Arina travaillait à la lumière de la lampe, ses doigts raides de froid malgré le feu qu'elle maintenait allumé. L'éditeur britannique voulait 12 illustrations de plus pour février. Elle en avait terminé 7. Morsego était devenu plus présent à mesure que le temps s'aggravait, arrivant plus tôt chaque soir et restant plus longtemps. Parfois, Arina se réveillait la nuit pour le trouver blotti contre son flanc, rayonnant une chaleur qui semblait impossible pour une si petite créature. Elle avait cessé de le questionner. Questionner menait à espérer, et espérer menait à la déception. Janvier y apporta la pneumonie. Arina se réveilla un matin incapable de respirer correctement, ses poumons semblant remplis de verre brisé. Elle réussit à allumer un feu et à faire du thé avant de s'effondrer de nouveau dans son lit. La fièvre vint ensuite, transformant le monde en un cauchemar brumeux de chaleur et de froid, de clarté et de délire. Elle était consciente de l'apparition de Morsego ce soir-là, de son poids sur le lit à côté d'elle. Elle essaya de lui dire de partir, que toute maladie qu'elle avait pourrait se propager à lui, mais les mots ne se formèrent pas correctement. Le temps devint fluide. Elle brûlait et gelait simultanément,
À un moment donné, elle fut consciente d'un linge frais sur son front, de main lui soulevant la tête pour presser une tasse à ses lèvres. Le thé avait un goût amer, médicinal. Elle le but quand même, trop faible pour résister. « Tu dois combattre ça », dit une voix, masculine et parlant russe avec un accent qu'elle ne put situer. « Je ne me suis pas assis sur ton bureau pendant 6 mois à écouter tes monologues déprimants, seulement pour te regarder mourir maintenant. » Aina essaya d'ouvrir les yeux, mais ne réussit qu'un battement de cils. La fièvre l'attirait de nouveau dans des profondeurs qui semblaient dangereusement proches du permanent. Elle rêva alors, vif et étrange. Elle rêva que Morsego se tenait sur ses pattes arrière, son corps s'allongeant, se déplaçant. Elle rêva d'eau se brissant et se reformant, de fourrure reculant pour révéler une peau pâle. Elle rêva Dieu ambré dans un visage humain, vif et beau et absolument inhumain. Elle rêva d'un Nsum là où son chat avait été. Et même dans le délire, elle savait que c'était impossible. Quand elle se réveilla, il faisait noir. La fièvre était tombée, la laissant faible et trempée de sueur. Une lampe brûlait sur la table de chevet, baissée, et assis sur la chaise à côté de son lit, il y avait un homme. Il avait peut-être 28 ans, avec des cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules, et ses mêmes yeux ambrés qu'elle connaissait du visage de Morsego. Il portait des vêtements qui semblaient chers mais démodés, le style datant d'au moins 2 décennies. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, et il la regardait avec la même intensité patiente que son chat avait toujours affichée. « Tu es réveillée, dit-il en russe. Bien, tu as été inconsciente pendant 2 jours. » La bouche d'Arena était trop sèche pour parler. L'homme, le remarquant, versa de l'eau d'une cruche et la porta à ses lèvres. Elle but, son esprit s'emballant. Il y avait un étranger dans son cottage. Un homme. Elle aurait dû crier, aurait dû exiger qu'il parte, aurait dû chercher quelque chose pour se défendre. Mais ses yeux, elle connaissait ses yeux. « Morse », murmura-t-elle, et ce n'était pas une question. L'homme sourit, petit et triste. « Tu m'as nommé d'après une chauve-souris. Je suppose que je devrais être reconnaissant que tu ne m'aies pas appelé Rat. Ce n'est pas possible. Et pourtant me voici. » Il posa la tasse de côté et se pencha en arrière sur la chaise. « Je suis Dimitri Vassilele. J'ai 1447 ans. Je suis un vampire, ce que tu auras déjà conclu étant donné les preuves. Et je suis maudit de passer les heures entre 18 heures et minuit en tant que chat, ce qui, j'imagine, est la révélation la plus surprenante. » Arena ferma les yeux, puis les ouvrit de nouveau. Il était toujours là, solide et impossible. « Je suis toujours fiévreuse. C'est un délire. » « Tu n'es pas délirante. Ta fièvre est tombée il y a 12 heures. Tu es faible, mais tu te rétablis. » Dimitri se leva et se déplaça vers la fenêtre, mettant de la distance entre eux. « Je comprends que c'est difficile à accepter. Prends ton temps. Tu as été chez moi pendant 6 mois. Oui, tu as dormi dans mon lit. En tant que chat, oui, préférerais-tu que je l'ai fait sous cette forme? Cela semble bien plus scandaleux. » Malgré tout, Arena sentit un rire hystérique monter. « C'est fou. Tu me dis que mon chat est un vampire qui se transforme en homme à minuit. Précisément, bien que techniquement je sois un homme qui se transforme en chat, puis redevienne un homme, la malédiction est très spécifique sur le timing. » Arena essaya de s'asseoir et le regretta immédiatement. Dimitri fut là instantanément, lui soutenant le dos, arrangeant des oreillers. Ses mains étaient froides mais douces, et l'efficacité désinvolte parlait d'une longue pratique. « Depuis combien de temps es-tu maudit? » 200 ans, à peu de choses près. Il recula une fois qu'elle fut installée. « Une sorcière m'a offert sa fille à transformer en vampire. J'ai refusé. Elle a mal pris mon rejet. Alors, elle t'a maudit pour être un chat. Elle m'a maudit pour être une bête jusqu'à ce que quelqu'un puisse m'aimer sous mes 2 formes. Ces mots exacts furent que je m'étais avéré être un animal en rejetant sa fille, et donc un animal je deviendrais. » L'expression de Dimitri était sèche.
Les sorcières sont très littérales quand elles sont en colère. La tête d'Arena tournait et non par maladie. Tu t'attends à ce que je croie ça? Je m'attends à ce que tu observes et conclues. Tu es une femme de science, Arena Petrova. Tu dessines des plantes avec une telle précision que les savants de Londres louent ton travail sans jamais connaître ton nom. Tu documentes et analyses. Alors documente ceci. Analyse les preuves devant toi. Il avait raison. Et Arena détestait qu'il ait raison. Elle avait été formée à observer, à questionner, à chercher des explications rationnelles. Mais quelle explication rationnelle existait pour un homme qui apparaissait dans son crétage parlant de malédiction et de transformation? Prouve-le, dit-elle. Maintenant, le soleil ne s'est pas encore levé. Prouve ce que tu es. Dimitri l'étudia un long moment, puis hocha la tête. Il prit un ouvre-lettres de son bureau, celui qu'elle utilisait pour couper les pages des nouveaux livres. Sans hésitation, il tira la lame sur sa paume. Du sang s'écoula, sombre et visqueux. Héna regarda la blessure se refermer devant ses yeux, la chair se recousant sans couture jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une peau impeccable. « Je suis mort, Arena. Je suis mort depuis 1458. Mon corps ne fonctionne pas comme le tien. Je n'ai pas besoin de respirer, bien que je le fasse par habitude. Mon cœur ne bat pas. Je ne vieillis pas. Et je ne peux mourir que par des moyens très spécifiques. » L'esprit scientifique d'Arena luttait avec l'impossibilité tandis que ses yeux fournissaient des preuves indéniables. La transformation, peux-tu la contrôler? Non. À 18 heures, je deviens un chat que je le veuille ou non. À minuit, je reviens à cette forme. À l'aube, je dois trouver refuge du soleil ou brûler. Ce sont les paramètres de mon existence. Pendant 200 ans. Pendant 200 ans, j'ai cherché un moyen de briser la malédiction. La sorcière a dit, « Quelqu'un doit m'aimer sous mes deux formes. » J'ai tout essayé. Des femmes qui aimaient leurs animaux mais craignaient les vampires. Des vampires qui respectaient mon pouvoir mais n'avaient aucune utilité pour les chats. Toujours l'un ou l'autre, jamais les deux. Il se retourna vers la fenêtre, son profil aiguisé contre l'obscurité extérieure. Puis il y a 6 mois, je voyageais à travers ces montagnes en tant que chat, comme je le fais la plupart des soirs. Je suis venu à ton cottage et je t'ai vu à travers la fenêtre. Tu pleurais en travaillant, des larmes tombant sur une illustration de belladone. Je t'ai regardé les essuyer et continuer, tes mains fermes malgré le chagrin. Et j'ai pensé, voici quelqu'un qui comprend la solitude. Peut-être me comprendra-t-elle. Arena sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Alors tu es resté. Je suis resté. Je me suis assis sur ton bureau et je t'ai regardé travailler. J'ai dormi à côté de toi quand les cauchemars sont venus. Je t'ai écouté te parler en russe de ton exil, du scandale qui t'a chassé de Saint-Pétersbourg, du vide de tes journées, et j'ai trouvé que pour la première fois en 2 siècles, je ne me sentais pas seul. Tu aurais dû me le dire quand tu pensais que j'étais simplement un errant, quand tu avais commencé à compter sur ma présence, mais me croyais toujours un animal stupide, quand tu aimais le chat que j'apparaissais être. Il la regarda alors et ses yeux étaient anciens et fatigués. Je suis un lâche, Arena. J'aurais dû me révéler il y a longtemps, mais j'étais égoïste. Je voulais garder ceci, te garder, même si c'était bâti sur la tromperie. Arena resta silencieuse un long moment. Dehors, elle pouvait entendre le vent hurler à travers les montagnes, le même vent qui l'avait isolée ici pendant des mois. Elle pensa au scandale à Saint-Pétersbourg, au professeur marié qui l'avait courtisé puis abandonné quand sa femme avait découvert leur correspondance, à l'humiliation publique, à la perte de son poste à l'université, aux murmures qui la suivaient dans chaque salon. Elle pensa à son arrivée dans ce village et à ne trouver que plus de rejet, plus d'isolement, plus de confirmation qu'elle était fondamentalement indésirable dans le monde. Et elle pensa au chat qui était apparu sur son poste de porte et avait choisi de rester.
Je ne pleurais pas parce que j'étais triste, dit-elle finalement. Ce jour où tu m'as vu, je pleurais parce que la belle Yaon était si belle et j'étais la seule à jamais la voir comme je le faisais. Les villageois ne voient que le poisson. Les savants de Londres ne voient que des spécimens. Mais je vois l'architecture de celle-ci, les mathématiques parfaites de sa construction. Et cela m'a fait réaliser à quel point j'étais complètement seul dans ma perception. Dimitri se détourna de la fenêtre. « Tu n'es pas seul en cela. J'ai foulé cette terre pendant 4 siècles et demi. J'ai vu des empires se lever et tomber. J'ai vu des humains accomplir des choses impossibles et détruire de belles choses à parts égales. Et je suis toujours seul dans ma perception parce que je suis le seul à me souvenir de ce qui a précédé. Alors nous sommes tous les deux des exilés alors, toi du temps, moi de la société. Oui, je suppose que nous le sommes. L'aube arrivait. Arena pouvait voir les premiers signes de gris à l'horizon à travers la fenêtre. Dimitri le vit aussi. La tension entra dans ses épaules. Je dois partir. Le soleil va bientôt se lever. Et je ne peux pas être pris à découvert. Où vas-tu pendant la journée? Il y a un système de grottes sous ces montagnes. J'y ai fait un sanctuaire. Je dors, je lis, j'attends le soir quand je peux redevenir le chat. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Je comprendrai si tu ne souhaites pas que je revienne. Tu n'as pas accepté de partager ta maison avec un vampire. Tu as accepté de nourrir un chat errant. La tromperie était la mienne, et si tu veux que je parte, je partirai. Arena le regarda, cet homme impossible, qui était aussi le chat qui avait été son seul compagnon. Reviens ce soir. Nous parlerons plus. J'ai des questions. Quelque chose clignota dans ses yeux. Du soulagement peut-être, ou de l'espoir. Comme tu veux. Repose-toi aujourd'hui. Tu es encore faible. Il partit, se déplaçant avec une vitesse et un silence distinctement inhumains. Ena écouta la porte se fermer, puis l'absence complète de pas, comme s'il avait simplement disparu. Elle se recoucha contre les oreillers et essaya de traiter tout ce qui s'était passé. Un vampire, une malédiction, un homme qui avait passé 200 ans à chercher un amour qui pourrait briser ses liens. C'était absurde. C'était impossible. C'était aussi, réalisa-t-elle, la chose la plus intéressante qui lui soit arrivée depuis des années. Elle dormit la majeure partie de la journée, ne se réveillant que pour entretenir le feu et manger un peu de la soupe qui avait été laissée à chauffer sur le poêle. Le travail de Dimitri, supposa-t-elle. La pensée de lui sous forme humaine cuisinant dans sa cuisine pendant qu'elle était inconsciente aurait dû être dérangeante. Au lieu de cela, c'était étrangement domestique. À l'approche de 18 heures, Irina se retrouva à regarder la porte. Elle se dit qu'elle était stupide. Ce serait un chat qui entrerait, si quelque chose entrait du tout. L'homme Dimitri n'avait après tout été qu'une hallucination fiévreuse. Puis la porte s'ouvrit, bien qu'elle n'eût entendu aucun coup. Un chat noir trottina à l'intérieur, secoua la neige de ses pattes et la regarda avec des yeux ambrés. « Bonjour, Morsego », dit Arena en testant. La queue du chat remua dans ce qui aurait pu être de l'agacement. Il sauta sur le lit et s'installa près de ses pieds, rayonnant cette chaleur impossible. « Je suppose que nous attendons minuit alors. » Le chat ronronna. Les heures passèrent lentement. Ena essaya de travailler sur ses illustrations, mais ne put se concentrer. Ses yeux ne cessaient de se porter sur le chat sur son lit, sur l'horloge sur la cheminée qui avançait vers minuit. Elle avait 100 questions qui se formaient, un besoin de scientifique de comprendre et de catégoriser cette impossibilité. Quand l'horloge sonna minuit, elle observa attentivement. Un instant, il y avait un chat. L'instant d'après, il y eut un scintillement dans l'air, une distorsion comme la chaleur s'élevant d'une pierre d'été. Puis Dimitri se tint à côté de son lit, solide et réel, s'étirant comme s'il se réveillait d'un sommeil. « Cela n'arrête jamais d'être désorientant, dit-il. On pourrait penser qu'après 2 siècles, je m'y serais habitué. »« Ça fait mal. » »« Non,
C'est simplement comme respirer pour toi. Un processus automatique. Il la regarda avec un œil critique. Tu as de la couleur sur les joues aujourd'hui. La pneumonie passe. Grâce à ton intervention, qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Une tisane, Achille millefeuille, fleur de sureau, Tim, des recettes que j'ai apprises d'un guérisseur à Prague en 1654. La médecine moderne a sa place, mais les vieilles méthodes fonctionnent toujours pour les fièvres. Arena désigna la chaise. Assieds-toi. Dis-moi tout. Je veux comprendre. Alors il s'assit et il lui raconta. Il lui raconta sa naissance en 460 dans ce qui est maintenant la Roumanie, mais était alors la Valachie. Sur le fait de vivre la terreur du règne de Vlad l'Empalure, sur le fait de survivre seulement pour être transformé en vampire pendant le siège ottoman de 1358. Sur les siècles qui suivirent, l'accumulation lente de connaissances et de pertes. Il lui raconta sa première famille, tous morts de la peste. Sur les amants qu'il avait eus au fil des ans, aucun ne dura parce que les humains vieillissaient et lui non. Sur la solitude qui s'accumulait comme la neige, belle au début, mais finalement suffocante. Et il lui raconta la sorcière en 1708 sur sa fille qui avait supplié d'être transformée, d'être rendue immortelle, sur son refus non par cruauté, mais par expérience. Il savait ce que coûtait l'immortalité. Il ne l'infligerait pas à quelqu'un d'aussi jeune. Elle avait 18 ans, dit Dimitri doucement, le même âge que ma propre fille quand la peste l'a emportée. Je ne pouvais pas le faire et sa mère m'a fait payer cette miséricorde avec 200 ans d'isolement. Héna écouta tout cela, son esprit scientifique cataloguant les informations tandis que son cœur souffrait du poids de toutes ces années. Quand il eut fini, elle posa la question qui avait grandi dans son esprit. La malédiction exige que quelqu'un t'aime sous les deux formes. Mais comment la malédiction sait-elle? Comment mesure-t-elle l'amour? Je ne sais pas. Je suppose que c'est quand quelqu'un le déclare peut-être, ou quand il le démontre par l'action. La sorcière n'était pas spécifique sur le mécanisme. Cela semble mal conçu pour une malédiction. Dimitri rit, un amusement sincère éclairant son visage. J'ai pensé la même chose de nombreuses fois. Les sorcières sont puissantes, mais elles ne sont pas toujours précises. Ils parlèrent toute la nuit, et Arena se sentit se détendre en sa présence. Il était éduqué, cultivé, et possédait un esprit sec qui correspondait au sien. Il avait des opinions sur l'art et la science, sur la politique et la philosophie. Il avait rencontré Voltaire une fois, et l'avait trouvé fastidieux. Il avait assisté à la première représentation du Requiem de Mozart et avait pleuré. Alors que l'aube approchait, il se leva à contre-cœur. « Je dois partir encore. Demain soir, il y a un dévié, Arena. Reviens. Nous pouvons continuer à parler. Tu veux vraiment que je revienne? Tu es la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis que j'ai quitté Saint-Pétersbourg. Et étant donné que ma vie là-bas s'est terminée par un scandale et une disgrâce, cela veut dire quelque chose. » Au cours des semaines suivantes, une routine s'installa. Pendant la journée, Arena travaillait sur ses illustrations, retrouvant lentement ses forces. À 18 heures, Morsego apparaissait, lui tenant compagnie sous forme féline. À minuit, Dimitri revenait et il parlait jusqu'à l'aube, le forçant à partir. Il l'aidait avec son travail, ses siècles d'observation fournissant des aperçus du comportement des plantes qu'aucun botaniste moderne ne pouvait égaler. Elle lui montrait ses illustrations et il les louait avec l'enthousiasme de quelqu'un qui comprenait vraiment l'habileté impliquée. « Tu devrais les signer de ton nom complet, dit-il une nuit, étudiant son rendu des moines. C'est de l'art autant que de la science. Tu mérites la reconnaissance. La Royal Society cesserait de les publier si elle savait qu'une femme les dessinait. Alors, la Royal Society est pleine de fous, comme la plupart des institutions le sont. Parfois, il parlait de choses sérieuses, de philosophie, d'histoire, de la nature de l'existence. Parfois, il ne parlait de rien du tout, partageant simplement l'espace et le silence. Arena se surprit à attendre 18 heures, minuit, les heures où elle n'était pas seule.
Elle se surprit aussi à regarder Dimitri différemment, non pas comme une curiosité ou une impossibilité, mais comme un homme beau, compliqué, ancien, qui avait en quelque sorte choisi son cottage, sa compagnie, son existence isolée. C'est en février qu'elle réalisa l'étendue de ses sentiments. Elle travaillait sur une illustration de Wolfsbane et Morsego dormait sur son bureau comme d'habitude. Elle tendit la main par inadvertance pour gratter derrière ses oreilles, et il ronronna, se pressant contre son contact. « Je t'aime, créature ridicule », murmura-t-elle en russe, ne pensant pas vraiment aux mots. Le chat resta très immobile. Puis minuit sonna, et Dimitri était là, debout si près qu'elle pouvait sentir le froid émanant de son corps. « As-tu vraiment voulu dire ça ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement contrôlée. Arena leva les yeux vers lui, vers des yeux ambrés qui contenaient des siècles d'espoir et de peur. « Oui, j'aime Morsego, mon étrange chat qui n'est pas vraiment un chat, mon compagnon dans cet isolement. Mais m'aimes-tu, moi? Pas le chat, le vampire, le monstre. Tu n'es pas un monstre. Je suis mort, Ekna. Je bois du sang pour maintenir cette forme. J'ai tué de nombreuses fois pour survivre. Je suis tout ce que les humains craignent dans l'obscurité. » Arena se leva, posant sa plume. « Tu es aussi gentil, patient, brillant. Tu as sauvé ma vie quand tu aurais pu simplement partir. Tu respectes mon travail quand tout l'établissement scientifique le rejette. Tu me fais rire, tu me fais penser, tu me fais me sentir moins seul. Ce n'est pas la même chose que l'amour. » « Non, aimait-elle, ce n'est pas ça. L'amour est plus compliqué. L'amour est te regarder et voir à la fois le chat qui s'est blotti à côté de moi pendant les cauchemars et l'homme qui partage ses 400 ans de sagesse. L'amour est te vouloir ici sous n'importe quelle forme que tu prends. L'amour est te choisir. » Dimitri tendit la main lentement, lui donnant le temps de se retirer. Quand elle ne le fit pas, il lui encadra le visage de main froide. « J'ai attendu 200 ans pour entendre quelqu'un dire ces mots et les penser. J'ai peur de croire que c'est réel. Alors laisse-moi le prouver. » Elle l'embrassa, se hissant sur la pointe des pieds pour combler la distance entre eux. Ses lèvres étaient froides mais pas désagréables. Et après un moment de choc, il répondit avec une faim qui parlait de siècles de déni. Ses mains se posèrent sur sa taille, l'attirant plus près, et Arena sentit une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la fièvre. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant difficilement malgré le fait qu'un seul d'entre eux ait besoin d'air, Dimitri pressa son front contre le sien. « La malédiction, dit-il, je ne ressens aucune différence. Peut-être que cela demande plus de temps. Peut-être que ta déclaration n'était pas assez spécifique. Ou peut-être, dit Dena pratiquement, nous continuons simplement comme nous sommes et voyons ce qui se passe. Je suis une scientifique. Je crois en l'observation et l'expérimentation. » Il rit, un son de pure joie. « Tu es remarquable. Je suis pratique. Maintenant, tu as encore 3 heures avant l'aube. Aide-moi à finir cette illustration de Wolfsbane. Tu as dit que tu savais comment elle pousse au clair de lune. » Ils travaillèrent côte à côte, et Arena se trouva plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Peut-être la malédiction se briserait-elle, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle avait trouvé quelque chose de rare. Connexion, compréhension, camaraderie, amour sous n'importe quelle forme. Mars apporta un visiteur inattendu à Paduria Negra. Le père Constantine arriva un après-midi gris, sa soutane noire couverte de poussière de route, une croix d'argent proéminente autour de son cou. Il se rendit d'abord à l'église orthodoxe, passant des heures en conférence avec le prêtre local. Au soir, tout le village murmurait « Un chasseur de vampires ici ». Arena entendit la nouvelle quand elle s'aventura dans le village pour des provisions. La femme du boulanger, qui l'ignorait habituellement, se pencha près d'elle avec une lueur dans les yeux. Ils disent qu'il chasse les créatures depuis 40 ans. Ils disent qu'il peut sentir le travail du diable à 1 kilomètre.
Ils disent qu'il a tué plus de 100 des morts vivants. Arena garda son expression neutre, acheta son pain et partit. Mais son cœur battait la chamade. Elle se précipita chez elle, arrivant juste au coucher du soleil. Morsego apparut quelques instants plus tard comme il le faisait toujours. Mais ce soir, quand il sauta sur la table, Arena s'agenouilla devant lui. Il y a un chasseur de vampires dans le village. Un prêtre nommé Constantine. Tu dois faire attention. Les oreilles du chat s'aplatirent. À minuit, Dimitri se matérialisa avec une tension dans chaque ligne de son corps. Constantine, je connais ce nom. Il me traque depuis 3 décennies. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, j'ai refusé de transformer sa sœur alors qu'elle mourait de consomption. Il croit que je l'ai condamnée à mort plutôt qu'à la damnation, et il a juré de me détruire pour cela. Dimitri arpentait le petit cottage, agité d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Il est intelligent, implacable, et il a tué beaucoup des miens. S'il est ici, c'est parce qu'il m'a traqué d'une manière ou d'une autre. Tu as dit que tu étais prudent. Tu utilises les grottes pendant la journée. Tu évites le village. Je suis toujours prudent, mais il est très bon dans ce qu'il fait. Dimitri cessa de marcher et la regarda. Arena, tu dois te distancier de moi. S'il te relie à un vampire, tu seras en danger. Je suis déjà en danger simplement en existant comme je le fais. Une femme célibataire vivant seule, rejetée par la communauté. Si ce Constantine cherche des preuves de sorcellerie ou de culte du diable, je suis une cible facile. Alors va faire tes affaires et quitte cet endroit. Va à Budapest ou Vienne, quelque part en sécurité. Et te laisser l'affronter seul, je ne pense pas. Arena, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une romance. Constantine me tuera s'il le peut, et il tuera quiconque il croit avoir été corrompu par ma présence. Je te demande de te sauver. Elle croisa les bras. Non, non, non. Tu m'as sauvé la vie quand je mourais. Tu m'as donné de la compagnie quand je n'en avais pas. Tu as partagé 400 ans de connaissances et d'expérience avec moi. Je ne t'abandonne pas à un fanatique avec une croix. Dimitri la regarda un long moment et quelque chose changea dans son expression. Tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Je suis russe. Nous sommes tous têtus. Maintenant, dis-moi tout sur ce Constantine pour que nous puissions planifier en conséquence. Ils passèrent la semaine suivante à se préparer. Dimitri lui montra l'entrée de la grotte cachée derrière une cascade gelée par l'hiver. Il lui apprit les signes des chasseurs de vampires, les protections qu'ils utilisaient, les tactiques qu'ils employaient. Arena, à son tour, utilisa son esprit scientifique pour développer des contre-mesures. L'aile est censée être efficace, dit-elle un soir, lisant un livre sur le folklore. Mais tu as dit que c'était simplement désagréable. Désagréable à sentir, oui. Mais ça ne me fait pas de mal. La plupart des vieilles légendes sont exagérées ou simplement fausses. Alors la croix est l'eau bénite. La croix ne fonctionne que si elle est maniée par quelqu'un avec une foi véritable. Constantine est qualifié. L'eau bénite est simplement de l'eau bénie. Elle ne me tuera pas, mais elle brûle comme de l'acide. Le feu. Oui, le feu est le vrai danger, et la décapitation. Ce sont les méthodes qui fonctionnent réellement. Constantine fit son mouvement une nuit où la lune était noire. Enna travaillait tard. Morsego était blotti sur son bureau comme d'habitude. Elle entendit le tumulte dehors juste avant minuit. Des voix. La voix du prêtre forte et impérieuse. Je sais que vous hébergez la créature. Sortez et repentez-vous ou soyez jugés avec elle. Irena regarda Morsego, dont la fourrure était hérissée. Reste caché, ne te transforme pas où il peut te voir. Elle ouvrit la porte pour trouver Constantine flanqué d'une douzaine de villageois tenant des torches. Le prêtre était grand et émacié avec des yeux qui brûlaient d'une fureur juste. Mademoiselle Petrova, je vous ai observé, un chat qui n'apparaît que la nuit. Une femme qui vit seule et pratique les arts arcaniques. Le schéma est clair.
J'illustre des plantes pour une publication britannique. C'est à peine arcanique. Vous fréquentez les morts vivants. Votre âme est en péril. Mon âme est mon affaire, père, tout comme ma maison. Je dois vous demander de partir. Je ne pense pas. Constantine fit un geste et 2 villageois s'avancèrent avec un filet. Nous allons fouiller votre côté. Si vous êtes innocente, vous n'avez rien à craindre. Ils la dépassèrent en la poussant, torche levée. Le cœur d'Arena martelait. Morsego était à l'intérieur. S'il le trouvait, si minuit sonnait pendant qu'il cherchait, Dimitri serait exposé et impuissant. L'horloge sur la cheminée affichait 23h58. « Il n'y a rien ici, dit un villageois, fouillant son espace de travail. Juste des dessins et des livres. Cherchez minutieusement, commanda Constantine. La créature se cache bien. 23 hommes, et 3 hommes, un villageois se dirigea vers la chambre où Morsego se cachait sous le lit. Arena s'interposa devant la porte. C'est ma chambre privée. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits que Dieu m'a donnés, répondit Constantine. Écartez-vous. Minuit sonna, de la chambre vint un son. Non pas un cri de chat, mais d'autre chose. Un mouvement, une transformation qui sonnait comme le vent à travers les arbres. Les yeux de Constantine s'écarquillèrent. Là, la créature se montre. Il écarta Arena et fit éruption dans la chambre. Ce qu'il trouva n'était pas Dimitri, mais Morsego, toujours sous forme de chat, parce que Dimitri avait appris en ce moment de crise à contrôler la transformation. La malédiction était en train de se briser. « C'est juste un chat, » dit le villageois, confus. « Non, je l'ai entendu. Le bruit du travail du diable. » Constantine attrapa Morsego, qui siffla et fila entre ses jambes, dans la pièce principale et par la porte ouverte dans la nuit. Constantine le suivit, et Arena suivit Constantine, la terreur et l'espoir faisant la guerre dans sa poitrine. Le prêtre était rapide, mais Morsego était plus rapide, l'entraînant loin du quai-tège dans la forêt où les arbres poussaient drus et la neige était profonde. Héna courut après eux, ignorant le froid, ignorant les villageois qui l'appelaient à s'arrêter. Elle traversa les broussailles, suivant les bruits de la poursuite jusqu'à ce qu'elle débouche dans une clairière. Constantine se tenait au centre, entouré d'un cercle de sel et de limailles de fer. Morsego était au bord du cercle, incapable de franchir la barrière. Le chasseur de vampires tenait une torche dans une main et un pieu en bois dans l'autre. « Montre-toi, créature. Affronte le jugement sous ta vraie forme. » Et Dimitri le fit. Il se transforma, non parce que minuit l'y contraignait, mais parce qu'il le choisit. Un instant il y eut un chat, l'instant d'après un homme se tenait dans la neige, torse nu et beau et complètement sans peur. « Bonjour Constantine, ça fait longtemps. » Dimitri vacillait. « Je t'ai cherché pendant 30 ans, et maintenant tu m'as trouvé. Que comptes-tu faire? Te détruire? Comme j'aurais dû le faire quand tu as condamné Maria à mort. Je ne l'ai pas condamnée. J'ai refusé de la transformer en ce que je suis. Il y a une différence. Tu es une abomination. Toi et toute ta race. Tu n'as pas le droit d'exister. » Dimitri regarda Héna, qui se tenait au bord de la clairière, puis de nouveau Constantine. « Peut-être as-tu raison. J'ai vécu 400 ans, la plupart seul, la plupart à me demander si mon existence avait un but. J'ai tué pour survivre. J'ai vu tous ceux que j'ai jamais aimés mourir ou partir. Je suis fatigué, Constantine, tellement fatigué. Alors accepte la miséricorde de Dieu et meurs. » « Non, dit Arena en s'avançant, je ne le permettrai pas. » Les 2 hommes la regardèrent, Constantine avec mépris, Dimitri avec alarme. « Arena, retourne au cottage. »« Je ne le ferai pas. Si tu veux le tuer, prêtre, tu devras d'abord passer par moi. » Le lèvre de Constantine se retroussa. « Tu es corrompu par la créature. Ton âme est déjà perdue. Mon âme est intacte, et je sais ce que je fais. Cet homme, ce vampire m'a sauvé la vie.
Il m'a montré de la gentillesse quand le monde entier me montrait du rejet. Il m'a donné de la connaissance, de la compagnie, de la compréhension. Il n'est pas une abomination. Il n'est pas mauvais. Il essaie simplement de survivre dans un monde qui le craint. Il est mort vivant, un affront à Dieu. Alors que Dieu le juge, pas toi. Arena se plaça à côté de Dimitri à l'intérieur du cercle de sel. Elle prit sa main froide dans la sienne. Je l'aime, Père Constantine. Je l'aime en tant qu'homme et je l'ai aimé en tant que chat et je l'aimerai sous n'importe quelle forme qu'il prendra. Si cela me condamne, alors je suis damné. Mais je ne te laisserai pas le tuer. Quelque chose changea dans l'air autour d'eux. Une chaleur, une lumière, une sensation comme des chaînes qui se brisent. Dimitri haleta, sa main se resserrant autour de celle d'Arena. « La malédiction, murmura-t-il, elle est partie. Je peux la sentir. La liaison est brisée. » Constantine recula, le visage pâle. « C'est l'œuvre du diable. »« Non, dit Arena fermement. C'est l'œuvre de l'amour. Le même amour que ta sœur t'a montré. Le même amour que tu prétends que ton Dieu incarne. Tu ne peux pas appeler cela le mal quand c'est la chose la plus humaine au monde. » Pendant un long moment, Constantine resta figé. Puis il abaissa sa torche et son pieu. « Je suis venu ici pour détruire un monstre. Je trouve à la place. Je ne sais pas ce que je trouve. » « Tu trouves deux personnes qui ne veulent que être laissées seules, » dit Dimitri doucement. « Je n'ai pas tué ta sœur, Constantine. J'ai simplement refusé de la maudire comme je suis maudit ou l'étais. Je suis vraiment désolé pour ta perte, mais me chasser ne la ramènera pas. » Le prêtre resta silencieux un long moment, puis il hocha lentement la tête. « Peut-être pas. Peut-être ai-je été poussé par le chagrin plutôt que par la justice. C'est quelque chose que je dois examiner. » Il les regarda tous les deux. « Je quitterai cet endroit, mais sachez que d'autres de mon espèce viendront éventuellement. Les vampires sont toujours trouvés. Nous nous en occuperons quand cela arrivera, dit Arena. Pour l'instant, nous demandons seulement que tu nous laisses en paix. » Constantine se retourna et retourna vers le village, emportant sa torche avec lui. La clairière tomba dans l'obscurité, éclairée seulement par la lune et les étoiles. Arena se tourna vers Dimitri. « La malédiction est vraiment brisée. Elle est... Nistime. Je peux sentir la différence, la liaison qui me forçait à me transformer. Elle est partie. Je peux la contrôler maintenant. Choisir quand être chat ou homme ou quelque chose entre les deux. » Il la serra dans ses bras. « Tu l'as brisée. Ton amour l'a brisée. » « Notre amour l'a brisée, corrigeait... corrigea-t-elle. « Tu as dû choisir de me faire confiance, de me laisser entrer. C'était ta part. » Ils se tenaient dans la neige, se tenant l'un l'autre, et Héna réalisa qu'ils pleuraient tous les deux. Des larmes pour la malédiction terminée, pour les siècles de solitude finie, pour l'avenir qui semblait soudain possible. « Que feras-tu maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu peux aller n'importe où, être n'importe quoi. Je resterai ici avec toi si tu veux de moi. » Quel genre de question est-ce? Bien sûr que je veux de toi. Je n'ai rien à t'offrir, Arena. Je suis toujours un vampire. Je ne peux toujours pas marcher au soleil. Je dois toujours boire du sang pour survivre. Je ne peux te donner ni enfant, ni vie normale. Je ne veux pas le normal. Le normal ne m'a jamais voulu de toute façon. Je veux ceci. Je te veux sous n'importe quelle forme que tu choisiras de prendre. Dimitri l'embrassa alors, profondément et désespérément, et plein de siècles d'affection refoulée. S'éclaircit la gorge. Quand ils se séparèrent, il posa la question qui était restée tacite entre eux. « Voudrais-tu devenir comme moi, pour prendre la transformation et vivre au-delà des années humaines? » Héna y réfléchit attentivement. « Pas maintenant, je ne suis pas prête pour ça. Mais demande-moi encore dans 20 ans ou 30 ans, quand j'aurai vécu une vie humaine complète et serai prête à en commencer une nouvelle. Je te le demanderai chaque année jusqu'à ce que tu dises oui, ou jusqu'à ce que tu vieillisses et meures, selon ce qui arrive en premier.
Cela semble juste. Ils retournèrent au cottage main dans la main, chats et femmes, vampires et scientifiques, deux âmes qui s'étaient trouvées dans l'isolement et avaient choisi de faire de cet isolement un foyer. Le printemps vint dans les Carpaths, apportant avec lui chaleur et couleur. Les illustrations d'Arena furent publiées avec beaucoup de succès et la Royal Society commença à demander plus de travail. Elle les signa de son nom complet et quand ils protestèrent, elle les informa qu'elle serait heureuse de porter son travail ailleurs. Ils cédèrent. Dimitri resta avec elle, parfois en tant qu'homme, choisissant parfois la forme de chat, parce que cela l'amusait de se blottir au soleil qui ne le brûlait plus. La rupture de la malédiction lui avait également donné ce cadeau. Non pas l'immunité au soleil, mais la tolérance. Il pouvait marcher tôt le matin et tard le soir sans douleur. C'était assez. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie à laquelle n'assistèrent qu'eux-mêmes et la forêt. Aucun prêtre ne les aurait mariés, mais ils n'avaient pas besoin de sanctions religieuses. Ils avaient quelque chose de mieux. Le choix, la compréhension et un amour qui avaient littéralement brisé des malédictions. « Regrettes-tu quelque chose ?» lui demanda Dimitri un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin qu'elle avait planté, regardant Morsego chasser des papillons sous sa forme féline. « Pas un instant, et toi? Seulement de ne pas t'avoir trouvé 200 ans plus tôt. » Arena rit. « Je n'étais pas vivante il y a 200 ans. » Un détail mineur, j'aurais attendu. Et alors que le soleil se couchait sur les montagnes des Carpates, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, Anna Petrova et Dimitri Vassilé s'assirent ensemble dans leur petit cottage au bord de la forêt. Deux exilés qui avaient trouvé l'un en l'autre la chose qu'ils cherchaient tous les deux, un endroit où appartenir.